On dit que l'amour maternel est le premier miracle qu'un enfant vit, mais le mien ressemblait à une malédiction. Je m'appelle Obina. Je suis née par une froide matinée d'harmattan, dans un village poussiéreux de l'état d'Ebony. Dès mon arrivée au monde, ma mère m'a regardée non pas avec joie, mais avec quelque chose de plus sombre, du dégoût, peut-être même de la haine. On raconte qu'elle a pleuré le jour de ma naissance, non pas parce qu'elle était submergée d'amour, mais parce que j'étais celui qu'elle avait juré ne jamais vouloir. J'étais l'accident qu'elle ne s'est jamais pardonné. En grandissant, mes premiers souvenirs n'étaient pas faits de berceuses ou d'étreintes chaleureuses, mais de cris qui traversaient l'air pour des choses que je n'avais pas faites, de nuits froides passées sur le sol de la cuisine pendant que mes frères dormaient dans leur lit. Je me réveillais avec l'odeur du ragoût, mais on me servait du gari nature et on m'envoyait au loin, tandis que les autres mangeaient de la viande et du riz. Quand je demandais pourquoi, elle répondait « Le gari, ça correspond à ton genre. Les bâtards ne méritent pas de viande. » Au début, je ne comprenais pas. J'essayais d'être sage. Je balayais la cour avant l'aube. J'allais chercher de l'eau. Je récurais les toilettes. Je m'occupais même de mes jeunes frères et sœurs, mais rien de ce que je faisais ne lui plaisait. Elle ne m'appelait jamais Obina. Elle m'appelait « ce garçon-là ». Même quand elle me présentait à des gens, c'était toujours celui-là. Il est juste là. Mon père, un ivrogne qui passait plus de temps au bar qu'à la maison, me remarquait à peine. Et quand il le faisait, c'était soit pour me fouetter avec sa ceinture, soit pour m'accuser d'être la raison pour laquelle sa femme ne souriait plus. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était l'école. Je portais des uniformes déchirés, recousus plus de fois que je ne pouvais les compter. Mes sandales étaient trouées. Mes chaussettes dépareillées. Les autres enfants m'appelaient Obinada, le mendiant. Ils me jetaient de la craie, cachaient mes livres et se moquaient de moi. Pendant l'assemblée, je m'asseyais seule. À l'heure du déjeuner, personne ne voulait s'asseoir avec le garçon qui sentait le kérosène et l'huile de palme. Je m'y suis habituée. Je suis devenu silencieux, invisible. Mais un matin, pendant l'assemblée, elle, la clown de la classe, a baissé mon short devant tout le monde. Les rires ont éclaté comme le tonnerre. Même les professeurs ont ri. Je suis restée figée, mon pantalon autour des chevilles, ma dignité s'effondrant comme de l'argile sèche. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai simplement remonté mon short, je l'ai enfilé et je suis partie de l'assemblée, directement chez moi. Ce jour-là, ma mère m'a battue si fort que je n'ai pas pu marcher pendant 2 jours. « Tu veux me déshonorer ?» a-t-elle crié. « Tu quittes l'école. Tu te crois spécial ? Tu n'es qu'un fardeau, un enfant maudit. » Ce soir-là, j'ai décidé quelque chose. Si le monde ne me voyait que comme un rien, je deviendrais quelqu'un de si grand qu'il n'aurait d'autre choix que de se souvenir de moi. Cette décision est devenue la flamme qui m'a maintenue en vie. Il n'y a eu qu'une seule personne qui ait jamais fait preuve de gentillesse envers moi, un vieil aveugle nommé Panayo. Il tenait une librairie de bord de route près de mon école. Personne n'achetait vraiment ses livres, alors il passait ses journées à écouter la radio et à parler tout seul. Un après-midi, je l'ai aidé à ramasser une pile de livres après que des garçons aient renversé son présentoir. Il a touché ma main et m'a dit « Toi, tu n'es pas comme les autres. Je ne vois pas ton visage, mais ta voix est brûlante. » Depuis ce jour, je lui ai rendu visite chaque semaine. Il m'a laissé emprunter des livres, de vrais livres, pas des cahiers d'examen. Il m'a donné des romans, des magazines scientifiques et des journaux que je lui lisais à voix haute. En retour, il m'a appris à questionner le monde. La connaissance, c'est le pouvoir, disait-il. Obina, disait-il, et le pouvoir est la meilleure vengeance. Quand j'ai eu 12 ans, quelque chose s'est produit qui a changé ma vie à jamais. Ma mère m'a accusé d'avoir volé 1000 Nera à Rabat. Je ne savais même pas où elle cachait son argent, mais sa décision était prise. Elle m'a traîné dehors, m'a frappé avec un manche à balai devant les voisins et a crié « Voleur ! Tu finiras en prison comme ton oncle. » J'ai saigné ce jour-là, mes lèvres se sont fendues, mes jambes ont enflé. Personne n'est intervenu, pas même mon père. Il regardait, sirotant du vin de palme comme s'il assistait à un spectacle. Ce soir-là, j'ai emballé mon seul jean, les livres de Panayo et une miche de pain à moitié mangée, puis je suis partie. Je ne savais pas où j'allais. J'ai juste marché à travers la forêt, passant devant des maisons endormies et une rivière lointaine. J'ai pleuré une seule fois, puis j'ai ravalé ma douleur. Je suis arrivée à Enugu 3 jours plus tard, affamée, pieds nus et malade. C'était le début de ma 2e vie. J'ai dormi sous les ponts, travaillé comme conducteur de bus. Plus tard, j'ai trouvé un emploi dans une station de lavage de voitures. J'ai été giflée, trompée, insultée, mais je n'ai jamais volé et je n'ai jamais mendié.
J'utilisais chaque nerf à gagner pour acheter de la nourriture et payer pour utiliser le cybercafé près du parc de l'hôtel présidential. Le propriétaire, Monsieur Emmanuel, m'a remarqué un jour alors que je corrigeais un client qui avait des difficultés avec un formulaire en ligne. « Tu sais lire ?» m'a-t-il demandé. J'ai hoché la tête et répondu « un peu ». Il m'a donné un travail le week-end pour nettoyer le café et, en échange, j'avais 30 minutes d'accès à l'ordinateur par jour. C'était tout ce dont j'avais besoin. J'ai appris vite, plus vite que quiconque n'aurait pu le croire. J'ai dévoré des tutoriels, appris à créer des sites web, regardé des vidéos de codage et dormi au café parfois. Monsieur Emmanuel m'a finalement donné un matelas dans la réserve. Les années ont passé. À 19 ans, j'avais créé une application mobile simple qui aidait les commerçants à suivre leurs marchandises sur les marchés ruraux. Je l'ai présentée lors d'un événement local sous une tente. Les gens ont d'abord ri, jusqu'à ce que je leur montre comment elle fonctionnait. Cette semaine-là, j'ai trouvé mon premier investisseur. À 23 ans, j'étais à Lagos, assis en face de géants internationaux de la technologie. À 25 ans, j'ai fait la couverture de Forbes Africa en tant que plus jeune milliardaire autodidacte d'Afrique de l'Ouest. Laissez-moi vous raconter comment le destin joue ses tours. Un soir, alors que je préparais un discours, une vidéo a fait surface en ligne. Une pauvre femme d'un village d'Ebony a été filmée en train de se lamenter à la télévision locale, affirmant que son fils, désormais milliardaire, n'était pas rentré à la maison ni n'avait envoyé un centime. Ma mère, assise sur une chaise en plastique cassé, les larmes aux yeux, disait « Je l'ai élevé de toutes mes forces. J'ai souffert pour lui, et maintenant, il m'a oublié. » Elle ignorait que la vidéo deviendrait virale, et elle ignorait que je l'avais vue. Mais je n'ai pas appelé. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement regardé en silence, sans émotion. Que faire quand la femme qui t'a donné naissance implore maintenant tes bénédictions? Je suis resté assis en silence, la vidéo continuant de tourner sur mon écran. Mon assistante me l'avait transférée sans un mot. Elle savait que c'était ma mère. La même femme qui m'avait battu jusqu'au sang, qui avait maudit le jour de ma naissance. Maintenant, vêtue d'un chemisier Ankara délavé, elle pleurait de fausses larmes devant l'équipe des informations locales. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a reniflé « Je n'ai pas mangé depuis des jours. Mon fils unique, Obina, m'a abandonné. Je l'ai élevé sans rien, je lui ai tout donné, et maintenant, il ne répond même pas à mes appels. » C'étaient des mensonges, car je n'avais jamais reçu un seul appel. Avait-elle seulement mon numéro? Elle s'est essuyé le nez avec le bord de son pagne, puis a regardé directement la caméra, la voix tremblante. « Obina, mon fils, si tu vois ça, s'il te plaît, reviens à la maison. Ta mère a besoin de toi. » Mon estomac s'est retourné, mes lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun mot n'est sorti, juste de l'air et de l'incrédulité. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi, non pas par colère, mais parce qu'une partie de moi, une petite partie stupide, avait encore envie d'une version d'elle qui n'avait jamais existé, une version qui m'aurait serré dans ses bras. Et elle m'a dit, « Mon fils, je te vois. » Mais cette version n'était qu'un rêve que j'avais tué il y a longtemps. Quelque chose en moi a pourtant vacillé. Le lendemain matin, j'ai dit à Shama, mon assistante, d'organiser un voyage à Ebony. Elle m'a regardée, surprise. « Pas à Budja? Le village de ta mère ?» a-t-elle demandé, marquant une pause. « Oui. » ai-je répondu. « Obina, avec tout le respect que je te dois, es-tu sûre que c'est une bonne idée? » « Non, » ai-je dit doucement, « mais c'est nécessaire. » La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre en quelques heures. Obina Okaf revient dans son village après 13 ans de silence. De garçon des rues à milliardaire, il rentre chez lui. Le village était en feu. Le plus jeune magnate de la technologie d'Afrique planifie une visite surprise. C'étaient les gros titres ce matin-là. Tout le monde voulait venir, des journalistes, des ONG, même des politiciens. Mais je leur ai dit non, que c'était personnel. Nous sommes arrivés discrètement à l'aube. Mon convoi est passé devant la place du village. L'air sentait la poussière rouge et le bois brûlé. Le soleil n'était pas encore levé, mais le village était déjà en effervescence, car les nouvelles voyagent vite dans des endroits comme celui-ci. Des enfants couraient pieds nus dans les ruelles étroites, poursuivant les phares. Des femmes s'arrêtaient d'aller chercher de l'eau pour murmurer. Je suis sorti de ma voiture, vêtu d'une simple chemise blanche, d'un jean et de sandales. Pas de chaîne en or, pas de costume, pas de garde du corps, juste moi. Et pourtant, je ne m'étais jamais senti aussi puissant. La maison de ma mère n'avait pas changé. Le toit en zinc fuyait encore dans les coins. Les murs étaient tachés par le temps, la peinture s'écaillait comme de vieilles croûtes. Je suis passé devant le portail, j'ai respiré profondément, puis j'ai frappé. C'est mon petit frère, Shindu,
qui a ouvert la porte. Il s'est figé en me voyant. Obina? Il avait l'air plus vieux, fatigué, usé, mais toujours reconnaissable. La dernière fois que nous nous étions vus, Shindu m'avait jeté du sable au visage et s'était moqué de moi pendant que notre mère me battait presque à mort. Maintenant, ses lèvres tremblaient. Toi? Tu es venu? J'ai hoché la tête. Où est maman? Il a pointé l'intérieur, presque trop effrayé pour parler. Elle était assise à sa place habituelle, sur la chaise en plastique au coin de la pièce, toujours dans le même pagne que dans la vidéo, cette fois avec un foulard serré autour de la tête. Elle mâchait des noix de cola et parlait fort, sans s'adresser à personne en particulier. Quand elle m'a vue, ses yeux se sont écarquillés. Pendant un instant, une lueur a traversé son regard, de la honte, peut-être. Puis elle s'est levée rapidement, feignant de boiter, et s'est précipitée vers moi. Obina, mon fils chéri, tu es venu. Je n'ai pas bougé. Elle m'a serré dans ses bras, sa poigne était forte et désespérée. Mon Dieu a répondu. Mes prières ont fonctionné. Tu es revenu vers moi. Je suis restée raide comme une statue. Quand elle m'a lâchée, je l'ai regardée dans les yeux et j'ai dit, tu m'as traité de malédiction. Son sourire s'est éteint. Tu m'as battu. Tu m'as affamé et laissé pourrir. Tu te souviens, ou dois-je te le rappeler? Elle est restée silencieuse. J'avais 12 ans, ai-je continué. Tu m'as traîné dehors et battu avec un manche à balai sous les yeux des voisins. Tu as dit que je finirais en prison comme l'oncle Calou, que j'étais née pour souffrir. Alors dis-moi, maman, pourquoi maintenant? Pourquoi pleures-tu pour moi à la télévision, alors que tu m'as enterré vivant bien avant que je ne parte? Elle a jeté un regard nerveux autour d'elle. Les voisins s'étaient rassemblés et observaient, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité morbide. J'étais confuse, Obina. La vie était dure. Ton père ne m'aidait pas. J'étais jeune, et... Je l'ai coupé, tu me détestais. C'est la vérité. Ses larmes ont coulé rapidement, mais elles ne m'ont pas émue. Je suis désolée, a-t-elle murmuré. Non, ai-je dit fermement. Tu es désolée parce que j'ai réussi. Si j'étais mort en ville, tu aurais dit que c'était une malédiction qui me suivait. Mais maintenant que je suis riche, je suis soudain ton fils chéri. Elle s'est agenouillée soudainement, là, dans la poussière rouge. La foule a étouffé un cri. Pardonne-moi, Obina. J'étais aveugle. Je ne savais pas que tu deviendrais comme ça. Je ne savais pas. Je l'ai regardé, mon cœur dur comme de la pierre. Puis je me retournai et partis. Ce soir-là, j'annonçais un programme de bourse pour tous les élèves des écoles primaires et secondaires du village. Je fournissais des ordinateurs portables neufs, finançais un projet d'eau potable et promis de construire un centre d'apprentissage moderne qui porterait le nom de la seule personne qui avait cru en moi, Panayo. Je ne mentionnais pas ma mère une seule fois. Elle se tenait au bord de la foule pendant l'événement, le visage crispé, entourée de gens qui chuchotaient. Certains la regardaient avec pitié, d'autres se moquaient d'elle, mais moi, je ne ressentais rien. Plus tard dans la soirée, un petit garçon me tapota le bras. Il était maigre comme un clou, les pieds couverts de poussière, et me fixait avec de grands yeux. « Tu es vraiment Obina ?» demanda-t-il. Je souris, oui, je le suis. Il me rendit un sourire timide. Ma mère m'a dit que je devrais apprendre à être comme toi, que peu importe comment les gens me traitent, je ne dois jamais cesser de croire en moi. Je me figeai, puis m'agenouillai lentement à sa hauteur. En quoi crois-tu? Il leva les yeux vers les étoiles et répondit, je crois que je peux devenir président un jour. Je lui ébouriffai doucement les cheveux, les yeux piquants. Promets-moi juste une chose, ne laisse jamais leur haine devenir ta vérité. Il hocha la tête, et là, pour la première fois depuis des années, je ressentis une paix profonde. Mais elle ne durerait pas. Le lendemain matin, un scandale éclata, bouleversant tout. Un secret sur mon passé que quelqu'un essayait d'utiliser contre moi. Et devinez qui l'avait divulgué. Tout avait commencé comme un rêve. Je me réveillai au son d'une comptine et des cloches lointaines de l'église, encore émerveillé par la foule immense à la cérémonie des bourses la veille. Les gros titres commençaient déjà à circuler. Obina élève son village au rang de héros national avec un fonds de 2 millions de dollars pour l'éducation. Obina transforme un enfant abandonné en héros national. Obina redonne espoir à sa mère, qui fond en larmes au retour de son fils milliardaire. Les médias la dépeignaient comme une mère souffrante et pleine de regrets, un fils autrefois oublié. Mais il ne connaissait pas la vérité. Il n'avait pas senti les coups de sa ceinture dans mon dos, ni entendu les insultes qu'elle me lançait quand personne ne regardait. Je sirotais lentement mon thé, regardant par la fenêtre d'un petit pavillon que j'avais loué à proximité. Mon assistante, Shama, frappa et entra, l'air inquiet.
Vous devriez peut-être vous asseoir pour ça. J'arquai un sourcil. Qu'est-ce qu'il y a? Elle me tendit sa tablette, déjà ouverte sur un lien vidéo. Ça vient d'être posté sur un blog de potins, et ça se propage vite, dit-elle. J'appuyai sur lecture. Elle était là, encore. Ma mère. Mais cette fois, elle ne pleurait pas, elle ne suppliait pas. Cette fois, elle souriait. Assise dans un jardin avec une femme que je ne reconnaissais pas, elle parlait à une caméra, d'un ton fort et désinvolte. Ce n'était même pas l'enfant de mon mari, dit-elle en riant. J'ai toujours su. Dès qu'il est né avec ce nez, j'ai su qu'il n'était pas du sang de mon mari. C'est pour ça que je le détestais. Il me rappelait mon erreur. La caméra-woman étouffa un cri. Vous dites qu'Obina n'est pas le fils de votre mari. Ma mère rit à nouveau. Il venait d'un homme que j'avais rencontré avant le mariage. J'étais jeune et stupide. Je n'en ai jamais parlé à personne, pas même à Obina. Mais il pense qu'il est un grand homme maintenant. S'il connaissait la vérité, il arrêterait peut-être de jouer la comédie, comme si le monde lui appartenait. Ma vision se brouilla. Ma main se figea autour de la tasse. Une douleur lente et profonde s'empara de ma poitrine. La voix de Chama me parvint de loin, étouffée par le bourdonnement dans mes oreilles. Ta mère a vendu l'enregistrement à 3 blogs. L'un d'eux prétend qu'elle a demandé 10 millions de Naira pour le silence. Je fixais l'écran tandis que ma mère continuait à parler, nonchalamment, comme si elle discutait de la météo, niant mon existence comme si j'étais une tâche indésirable dans sa mémoire. Elle ne me l'a jamais dit, murmurai-je. Je pense que personne ne savait. Chama répondit doucement, ton père t'a élevé, mais biologiquement, elle prétend que tu es l'enfant de quelqu'un d'autre. Je ris, non pas par humour, mais devant l'absurdité de tout cela. Alors, après tout, après les coups, la haine, les années d'abandon, maintenant elle essaie de m'effacer complètement. Elle n'a pas pu me détruire dans l'enfance, dis-je. Maintenant, elle veut me détruire en tant qu'homme. La vidéo avait déjà accumulé des centaines de milliers de vues. Les commentaires étaient brutaux. Certains compatissaient, d'autres m'accusaient. Les médias posaient des questions, et les investisseurs m'appelaient. Elle vendait cette histoire comme si c'était une blague. Je me tournai vers Chama. Elle posa une main sur mon épaule. Que veux-tu faire? Je marquai une pause. Ce n'était plus seulement à propos de moi. J'étais devenu un symbole, un miroir pour les enfants d'Afrique abandonnés, rejetés, mis de côté. Si je me retirais, je deviendrais une autre tragédie, un nom ajouté aux statistiques. Non, j'étais allé trop loin. Organise une conférence de presse, dis-je. Demain. Chama hocha la tête. Que vas-tu dire? Je la regardai droit dans les yeux et répondis, la vérité. Toute la vérité. Le lendemain, les médias se rassemblèrent sous une grande tente blanche dans le village. Des camionnettes satellites bordaient la route. Les caméramens bourdonnaient comme des mouches. Les reporters serraient leurs micros, les yeux perçants, avides d'un titre. Je montai sur le podium, vêtu d'une simple chemise noire. Pas de fanfare, pas de sécurité. Juste moi et une histoire qui m'appartenait enfin. Je scrutais la foule, et elle était là. Ma mère, se cachant sous un châle qui ne la couvrait pas vraiment, assise au fond. Je croisai son regard une fois, et elle détourna rapidement les yeux. Je pris une grande inspiration. Je m'appelle Obina Okaf, commençai-je. Pendant la majeure partie de mon enfance, j'ai cru que j'étais maudit. La foule se pencha en avant. J'ai été élevé par une femme qui m'a fait comprendre, chaque jour, que je n'étais pas désiré. J'ai été battu, affamé, moqué et humilié, non pas par des inconnus, mais par ma propre mère, la même femme qui se fait aujourd'hui appeler la mère d'un milliardaire. Des murmures parcoururent la foule. J'ai dormi sous les ponts. On m'a traité de mendiant. On m'a harcelé à cause de mes vêtements, de mon odeur, de mon silence. Mais je me suis relevé, non pas parce qu'on m'a aidé, mais parce que j'ai refusé de rester enterré. Je marquai une pause, laissant le poids de mes mots s'installer. J'ai appris à coder dans un cybercafé, en lavant des voitures pendant la journée. J'ai construit ma vie à partir de rien. Et maintenant, après toutes ces années, la même femme qui m'a traité d'erreur a décidé de vendre mon histoire, de me qualifier de bâtard et de dire que je n'ai jamais été à ma place. Peut-être a-t-elle raison. Peut-être que je ne sais pas qui est mon père biologique. Mais laissez-moi vous dire ce que je sais. Je regardai droit dans la caméra et poursuivis, je connais la douleur. Je connais le rejet. Je sais ce que signifie dormir affamé pendant que ses frères mangent. Je connais le feu qu'il faut pour s'élever de rien et devenir quelque chose que le monde ne peut ignorer. Des applaudissements éclatèrent. Certains journalistes avaient les larmes aux yeux. Ma mère était figée,
la honte peinte sur son visage. Je n'ai pas honte de mes origines, continuai-je, parce que mon histoire n'est plus seulement la mienne. Elle appartient à tous les enfants à qui l'on a dit qu'ils étaient une erreur. Je descendis du podium, et la foule déborda d'émotion. Les gens se levèrent, applaudirent. Certains s'enlacèrent. Quelques femmes gémirent doucement. Je passai devant ma mère sans dire un mot. Ce soir-là, je m'assis seule sur le balcon du lodge. Shama m'apporta une bouteille d'eau et s'assit à côté de moi. « Tu as cassé Internet », dit-elle avec un petit sourire. « Tu es en tendance dans 4 pays, et les dons affluent pour ton projet scolaire. » Je hochai la tête lentement et dis, « Ce n'est pas une question de célébrité. C'est une question d'être enfin libre. » Elle me regarda et demanda, « Te sens-tu libre ?» J'y ai pensé. Au garçon assis dans un coin de la classe avec des sandales trouées. À l'enfant qui tressaillait à chaque voix qui s'élevait. Au garçon qui croyait qu'il n'était jamais assez bien. Puis j'ai regardé l'homme que j'étais devenu. Oui, dis-je. Pour la première fois de ma vie, je me sens libre. Shama sourit et se leva pour partir. Juste au moment où elle atteignait la porte, je repris la parole. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines mères peuvent aimer un enfant et en détester un autre? Elle s'arrêta et répondit, je me le suis souvent demandé. Et si elle me détestait parce qu'elle voyait en moi une part d'elle-même qu'elle ne pouvait pardonner? Shama se retourna lentement et dit, quelle part? Celle qui a osé rêver au-delà de sa propre douleur? Je hochai la tête. Mais même si j'embrassais ma nouvelle liberté, la vie n'en avait pas encore fini avec moi. 2 semaines plus tard, un homme se présenta à mon bureau de Lagos. Un inconnu, d'âge moyen, grand, l'air nerveux, tenant une lettre. Je m'appelle Dominique, dit-il. Et je crois que je pourrais être ton père. Je revenais tout juste d'une conférence au Ghana lorsque Shama m'accueillit à l'aéroport, le visage pâle, une lettre à la main. Quelqu'un t'attend au bureau, dit-elle prudemment. Il prétend être ton père. Pendant un instant, le temps s'arrêta. J'avais enterré cette question il y a longtemps, enfouie sous mes succès, ma survie, et toutes les cicatrices que mon enfance avait gravées dans ma mémoire. Qui était mon vrai père n'avait plus d'importance. J'étais devenu mon propre maître. Je me tenais à la porte de l'aéroport, la lettre à la main. La douleur revint, cette douleur de ne jamais savoir d'où l'on vient. J'arrivai au bureau tard le soir. Les lumières étaient éteintes, et tout le monde était rentré chez soi, sauf cet homme, assis en silence dans la salle d'attente. Grand, avec des cheveux poivre et sel, une peau burinée, et des yeux qui portaient une culpabilité que je reconnaissais trop bien. Obina, dit-il en se levant. Je ne parlais pas. Je le regardais simplement, les bras croisés, le cœur battant comme celui d'un enfant surpris derrière une porte interdite. Je suis Dominique, dit-il doucement. Ta mère et moi étions ensemble avant qu'elle ne rencontre ton père. Nous étions jeunes, stupidement amoureux, mais mes parents s'y sont opposés. Elle est partie, et je ne savais même pas qu'elle était enceinte. Je serrai les mâchoires. Pourquoi maintenant? Il mit la main dans sa poche et me tendit une photo. C'était une vieille image délavée de 2 jeunes gens, à la fin de l'adolescence, souriant à l'objectif. Puis une autre, de lui tenant un nouveau-né, peut-être âgé de quelques mois. La ressemblance était là, des pommettes saillantes, cette mâchoire obstinée. J'ai découvert la vérité le mois dernier, continua-t-il. Un parent de ton village a reconnu le nom de ta mère lors d'une de tes interviews. J'ai vu ton visage à la télévision, et j'ai su que c'était toi. Je m'assis lentement. Elle ne me l'a jamais dit, murmurai-je. Elle m'a puni toute ma vie pour un choix que je n'ai jamais fait. Il hocha la tête, les yeux pleins de regret. Elle se détestait, Obina, et elle s'en est prise à toi. Je le regardai, luttant contre la brûlure dans ma gorge. Sais-tu ce que c'est que d'être indésirable? D'être battu comme un chien, de s'entendre dire qu'on est la cause du malheur de quelqu'un? Il secoua la tête et répondit, non, je ne le sais pas. Mais j'aimerais pouvoir porter ta douleur. Je me levai et lui dis, tu ne peux pas. Cette douleur a fait de moi ce que je suis, et je n'en ai plus honte. Il me regarda, la voix tremblante, et dit, j'ai une femme et des enfants maintenant. Je ne veux rien remplacer. Je voulais juste rencontrer mon fils. Le mot « fils » frappa ma poitrine comme un coup de tonnerre, non pas parce qu'il m'était inconnu, mais parce que je ne l'avais jamais entendu prononcer avec autant de douceur. Je hochai la tête lentement. On verra bien où ça nous mène, étape par étape. 1 mois passa. Je n'avais pas parlé à ma mère. Elle n'avait pas cherché à me contacter non plus. Peut-être que la honte avait fini par construire une prison assez solide pour la retenir. Mais je ne pouvais pas ignorer cette douleur. Alors, un samedi humide, je retournai au village, seul.
Pas de presse, pas d'assistante, juste moi. Sa maison était plus calme qu'avant. Les mauvaises herbes envahissaient les bords. Le toit en zinc rouillait davantage. Je frappai, et elle ouvrit. Son visage était plus émacié, ses yeux enfoncés. Elle n'avait pas l'air surprise de me voir, juste fatiguée. J'ai entendu, dit-elle en s'écartant pour me laisser entrer. Nous nous assîmes en silence. L'air entre nous était lourd d'une histoire tue. Puis elle rompit le silence. J'ai vu ton discours. J'ai mérité chaque mot. Je ne répondis pas. J'étais en colère, dit-elle doucement. Pas contre toi, contre moi-même, parce que j'avais fait une erreur. J'avais honte, et quand tu es né, tu me le rappelais chaque jour. Je serrai les poings. Alors, tu m'as puni, moi, un enfant, pour tes regrets. Des larmes montèrent à ses yeux. Elle continua, j'étais jeune, Obina, pauvre et effrayée. Quand ton père a découvert que tu n'étais pas son fils, il m'a ordonné de ne jamais en parler. J'étais piégée, et je te détestais parce que tu étais la vérité que je ne pouvais cacher. Tu m'as laissé souffrir, dis-je. Tu m'as regardé saigner, et tu n'as rien dit. Je sais, sanglota-t-elle. Et je vivrai avec ça pour le reste de ma vie. Je me levai, prêt à partir. Mais sa voix m'arrêta à mi-chemin. J'ai gardé quelque chose, dit-elle. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être par culpabilité, peut-être par espoir. Elle se dirigea vers un coin et sortit une petite boîte en fer rouillé. À l'intérieur se trouvaient des dessins de mon enfance, des croquis, des bulletins scolaires, le premier prix que j'avais gagné, et un petit carnet déchiré où j'avais écrit « Un jour, je serai plus que ce qu'il voit ». Je fixai ces mots, mon écriture, mon espoir. Elle s'essuya le visage et dit « J'ai gardé chaque morceau de toi que je ne méritais pas ». L'espace d'un instant, l'enfant en moi vacilla. Pas pour me venger, pas pour rendre justice, mais pour tourner la page. Je ne te déteste pas, dis-je doucement. Mais je ne peux pas t'aimer non plus, pas encore, peut-être jamais. Mais je ne serai jamais toi, et c'est suffisant. 6 mois plus tard, je me tenais devant une foule de 1000 personnes à l'inauguration du centre Panayo pour enfants orphelins et abandonnés, nommé en l'honneur du seul homme qui avait vu en moi ce que le monde ignorait. Dominique, mon père biologique, était au premier rang, à côté de sa femme. Nous n'étions pas parfaits, mais nous essayions. Chama se tenait à mes côtés, retenant ses larmes tandis que les flashs des appareils photo crépitaient et que les enfants applaudissaient. Quelque part au fond de la foule, je la vis, ma mère, debout, seule, applaudissant en silence. Pour la première fois, je ne ressentis pas de rage. Je me sentis libérée. Aujourd'hui, je parle aux enfants à travers l'Afrique, à ceux qui dorment sous les ponts, à qui l'on dit qu'ils sont maudits, qui sont battus, réduits au silence, oubliés. Je leur dis, ils m'ont traité comme un déchet, et maintenant le monde connaît mon nom. Cette histoire nous apprend que la douleur peut bâtir des empires et que le rejet peut élever des rois. Vous n'avez pas besoin de leur amour pour réussir, ni de leur approbation pour briller. Ce dont vous avez besoin, c'est du feu dans votre âme et du courage de vous élever, même si votre propre mère vous traite de malédiction. Votre avenir peut toujours vous voir comme une bénédiction. N'oubliez jamais que les mêmes personnes qui vous ont enterré vivant pourraient un jour vous voir fleurir sur tous les écrans. Car j'étais autrefois le garçon qu'ils ont rejeté, et maintenant je suis l'homme qu'ils ne pourront jamais oublier.